Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 13 février. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le programme alimentaire mondial tient à Abidjan sa réunion biannuelle pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une rencontre bilan et de planification des activités. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part à l'ouverture de la réunion ce matin. L'audience de la radio en milieu rural, c'est le sujet du dossier de ce 20h. Un dossier que vous propose la rédaction à l'occasion de la journée mondiale de la radio célébrée ce 13 février. Nous irons à Bongouanou pour nous imprégner de l'impact de la radio dans la vie des auditeurs. Un autre dossier dans ce 20h consacré à la fête de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, qui sera célébrée demain mercredi 14 février. Comment les amoureux vont-ils célébrer cette fête? Faut-il offrir bijoux, chocolat ou une sortie à son partenaire? Les commerces fleurissent pour le bonheur des amoureux. Enfin, en Afrique du Sud, le Congrès national africain, parti au pouvoir, exige le départ du président Jacob Zuma du pouvoir. Ce dernier promet de donner sa réponse au plus tard demain, mais c'est une décision non contraignante constitutionnelle. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le programme alimentaire mondial tient ici à Abidjan sa réunion biannuelle pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une rencontre bilan et de planification des activités du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part à l'ouverture de la réunion ce matin. Viviane Aimé. Ouverte ce mardi 13 février ici à Abidjan, la réunion biannuelle des directeurs et représentants pays pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre du Programme alimentaire mondial sera l'occasion de dresser le bilan des activités du PAM en Afrique de l'Ouest et du Centre au cours de l'année 2017 et adopter le programme d'action pour 2018. En 2016, le PAM a assisté près de 10 millions de personnes en Afrique de l'Ouest à travers les cantines scolaires, la distribution de vivres aux communautés frappées par les conflits et les catastrophes naturelles et à travers ses programmes de lutte contre la malnutrition maternelle et infantile. Le défi Faim Zéro, dont l'objectif est l'élimination de la faim dans le monde à l'horizon 2030, reste aussi un important challenge pour le Programme alimentaire mondial qui a décidé de doter la région ouest africaine d'un centre d'excellence contre la faim pour impulser une dynamique dans toute la région. Le centre d'excellence pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre va être basé en Côte d'Ivoire, non seulement pour aider le gouvernement de la Côte d'Ivoire et les partenaires à travailler sur les questions de sécurité alimentaire, mais aussi les autres pays d'Afrique qui vont venir ici. C'est un centre où les bonnes pratiques vont être développées pour faire un peu tout ce qui est renforcement de capacité et partager un peu les solutions. Ce sera sous le leadership du gouvernement ivoirien avec l'appui du Programme alimentaire mondial. Présent à cette séance d'ouverture, le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est réjoui du choix de la Côte d'Ivoire pour abriter le centre d'excellence régional contre la faim. Il a assuré que son pays dispose pour assumer cette responsabilité de sa volonté politique et d'une pratique en la matière. La faim et la malnutrition sont au cœur de la problématique de la lutte contre l'extrême pauvreté et la promotion de la prospérité partagée en tant que dimension importante du développement social et humain. À cet effet, le gouvernement de Côte d'Ivoire a créé le Conseil national pour la nutrition, en abrégé CNN, en juillet 2014, une plateforme multisectorielle et multi-acteurs pour une convergence des politiques et des initiatives opérationnelles dans une synergie d'action en vue d'une meilleure valorisation des acquis tangibles des politiques sectorielles mises en œuvre par le gouvernement. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de fondamentaux solides pour accélérer la lutte contre la faim et la malnutrition. Le Centre d'excellence régionale contre la faim sera un important levier pour aller de l'avant dans la lutte contre la faim et la malnutrition, bien sûr dans le pays, mais pourquoi pas dans la sous-région. Cela permettra donc également d'impulser la dynamique de cette lutte aux pays voisins, vu la place qu'occupe la Côte d'Ivoire dans l'économie de notre sous-région. Si le Programme alimentaire mondial, grâce à son centre d'excellence contre la faim, installé au Brésil, a conduit ce pays à éliminer la faim sur son sol, c'est dire tout l'espoir que représente le Centre d'excellence contre la faim pour la région ouest africaine qui verra le jour.
La réunion régionale du PAM, qui se tient à Abidjan, va dresser les contours de sa mise en œuvre. Et notez en bref que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera face à la presse nationale et internationale demain mercredi 14 février. C'est une conférence de presse pour situer l'opinion publique sur l'action gouvernementale en cours et les perspectives de développement de la Côte d'Ivoire. La rencontre aura lieu à l'auditorium de la Primature à partir de 16h. Et avant la conférence de presse du Premier ministre ivoirien, aujourd'hui 13 février, le monde célèbre la radio. La Journée mondiale de la radio est une initiative de l'UNESCO. L'édition 2018 est dédiée au sport et aux femmes. Ici en Côte d'Ivoire, la journée a été célébrée à Yamoussoukro. Le ministère de la Communication appelle les communicateurs à promouvoir la paix à travers cet outil qui touche des milliers d'auditeurs. Kwadio Kwame Jean de Dieu. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a abrité la cérémonie marquant la 7e journée mondiale de la radio. Média le plus accessible, le plus écouté depuis la nuit des temps. C'est une injustice qui a été réparée. Radio Côte d'Ivoire se battra toujours pour leur apporter le bonheur, le plaisir qu'ils souhaitent obtenir en écoutant leur radio. Journée d'échange, de partage d'expériences et d'encouragement. Tribune également d'expression d'une passion et d'hommage. C'est à travers les radios que nos parents apprenaient certaines informations concernant la santé, concernant l'éducation, concernant le sport. Donc naturellement, nous avons eu un amour fou dès le départ. C'est rendre hommage à ces hommes de médias. C'est de les encourager dans leurs activités, dans leur métier. Des organisateurs et participants souhaitent des radios au service de la paix et du développement. Qui concourt dans le cas de notre pays à la réconciliation nationale, à la citoyenneté, à la démocratie et à la paix. Pour les organisations internationales, Mazoni Giacomo et Grégoire Ndjaka, s'appuyant sur le thème de cette journée, radio et sport ont relevé le phénomène des droits de retransmission qui privent de nombreux pays d'importants événements sportifs. Sur 54 pays d'Afrique, 13 pays seulement où on a retransmis la Coupe d'Afrique des Nations. Au nom de l'UNESCO et du ministre Nabaye Kone Bruno, des messages ont été délivrés portant sur l'accès à l'information et à la liberté d'expression pour la promotion humaine. La radio est un instrument au service de la jeunesse pour l'alphabétisation, la formation, l'éducation pour le progrès de l'humanité. Le chargé d'études à la primature Codeissa, à l'ouverture de cette journée, a invité les communicateurs à jouer le rôle d'éducateurs et de formateurs et à faire comprendre les actions de développement du gouvernement. On parle aussi d'audience de la radio en milieu rural. C'est justement le sujet du dossier de ce 20h. En milieu rural, les auditeurs sont aussi nombreux qu'en ville. Le temps passe, mais leurs rapports avec la radio n'ont pas du tout changé. Dans la région de Bongouanou, par exemple, la radio conserve tout son pouvoir. Les populations issues de tous les milieux portent la radio dans leur cœur et la considèrent comme un merveilleux instrument de développement, comme nous l'explique Eugène Atoubi. Dans ce maquis au décor champêtre qui replonge le client dans une atmosphère de village, quelques clients consomment tranquilles. Le temps de servir toutes les commandes, un appareil communément appelé mini-chaîne installé dehors entretient la clientèle au son de la radio. Rarement en pareil lieu, une place est accordée à la radio. Avec notre correspondant régional, Richard Dibi Abonois. Bonsoir Richard. Bonsoir. Stéphane Dioma, bonsoir. Ravi de vous retrouver Richard Dibi. Déjà, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tournoi-là? Bienvenue à Bongouanou. Dans cette localité, chef-lieu de la région du Moronou, le rapport des populations à la radio est encore manifeste. De temps en temps, quand il y a des événements, on est obligé de mettre pour les clients. Les clients demandent très souvent le sport. Voilà. Donc, en général, la chaîne nationale. Voilà. Il y a une émission qui passait là. On écoutait, ça donnait des conseils et puis des proverbes. Donc, nous-mêmes, on était là, on écoutait. C'était intéressant. Ce moyen de communication par lequel on peut toucher un large public d'auditeurs a encore son public à lui, son auditoire. Dans cette habitation, un petit poste radio posé sur le bord d'une fenêtre
accompagnent la maisonnée jusqu'à l'heure du dîner, dans une ambiance chaleureuse. Mais d'un membre de la famille à un autre, le rapport à la radio est bien différent. Ce qui me plaît, on écoute un peu la musique. On a toutes les informations dans la ville, ou bien dans le village, ou bien même partout dans le monde. Je peux dire qu'actuellement, à cause de l'Internet, la radio, en tout cas, n'a plus de l'ampleur dans le monde, quoi. Parce que plus de jeunes s'adonnent à l'Internet. Chaque jour, à partir de 17h, c'est la même scène dans ce quartier de Bongwanou, à Kangandi. Dans le vieux Bongwanou, les retrouvailles autour du vin de palme. Aujourd'hui, on est bien loin de ces doux moments où la radio était un véritable compagnon, s'invitant même dans tous les milieux, sûr de son pouvoir. Dans l'ancien temps, nos parents ils payaient la radio et puis c'est dans leur champ qu'ils écoutaient. Avant, ils prennent ça comme un jeu, chaque fois ils sont en train d'écouter. Mais nous, c'est par moment qu'on écoute. On préfère payer le portable et puis ça remplace tout, quoi. J'écoute la radio, puisque c'est ma première femme, la radio. Partout où je passe, mon poste radio, mon petit poste radio. Sans radio, il ne peut pas dormir. Je vais au champ avec mon poste radio. J'écoute toujours. On est frappé par une chose aujourd'hui. À Bongwanou, dans plusieurs habitations et dans presque tous les quartiers, on voit de moins en moins de postes de radio. Dans les villages et campements aussi, la même réalité est observable. Les populations ne cachent pas pour autant leur amour pour la radio et pour le démontrer, certains n'hésitent pas à montrer avec une certaine fierté leur poste de radio. Vieillot, et dont l'esthétique et le design ne sont en rien comparables à certains nouveaux modèles et types de radio vendus aujourd'hui dans le commerce. Moins cher comme jamais, venez voir, on ne veut pas cadeau seulement, mais on voit moins cher. À l'époque, la radio n'était pas comme ça, mais pour le moment, ça prend mémoire, ça prend tout. Non, je vais dire, c'est pour ça que c'est ce qui m'a motivé ici. C'est ce qui m'a motivé. Il y a des jeux de lumière. C'est joli. En tant qu'un jeune, il faut ça. Quand tu as ça, c'est important. Les gens ne peuvent pas avoir la radio comme avant. Là. C'est les vieux qui paient beaucoup maintenant. Le monde évolue. Il y a les appareils maintenant là, qui prennent les clés. C'est pourquoi les gens ne peuvent plus beaucoup de radio là-haut. Du coup, la radio dans sa forme classique prend des allures de pièces de musée. Mais quoique postiche et au risque de disparaître dans ce nouvel univers de high-tech, ce merveilleux instrument de communication s'est adapté aux exigences de la modernité. Ainsi, de leur téléphone portable, nombreux sont les amoureux de programmes de radio qui peuvent recevoir leurs émissions préférées à partir des studios de radio, comme ici à Radio Moronou. Dans mon portail, il y a Radio Moronou. Chaque matin, j'écoute Radio Moronou. J'ai payé portable, il y a radio dedans. C'est obligé d'aller payer. La radio aujourd'hui, il est beaucoup écoutée sur le portable, au dehors surtout. Tu ne verras pas un jeune aujourd'hui qui n'a pas un portable en main où c'est branché sur la radio en écoutant les émissions. Tu ne rentreras pas dans une famille ressortie sans trouver au moins un poste radio. Dans chaque foyer, vous rentrez, vous en trouverez. Vous rentrez dans un campement, vous avez une radio à votre disposition. La radio, malgré l'évolution du temps, touche, séduit et plaît encore. Surtout en zone rurale, où les populations perçoivent toujours toute la quintessence de ses fonctions et de sa mission de développement. Et du fait de la déclinaison de ses programmes sur d'autres supports médiatiques, la radio conserve encore son public, jusqu'à toucher et happer d'autres publics encore, surtout dans les milieux jeunes. Voilà, c'était l'audience de la radio en milieu rural, un dossier réalisé par Eugène Atoubé. Justement, la célébration de la Journée mondiale de la radio coïncide avec un autre événement. C'est le Mardi Gras, une période festive qui a été célébrée ici en Côte d'Ivoire et qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras, fête suivie par le mercredi des cendres. Notez que ce matin, donc, au centre de protection de la petite enfance à Port-Boué, on a célébré le Mardi Gras dans la gaieté, véritable brassage culturel avec les tout petits, comme nous le rapporte Grace Kando. Moment de réjouissance et de convivialité ce mardi au centre de la petite enfance dans la commune de Port-Boué. Les tout petits ont été déguisés
À l'occasion de la fête du Mardi Gras, plusieurs cultures sont mises en exergue. Akan de la Côte d'Ivoire, Yoruba du Nigeria et Moré du Burkina Faso. Les enfants vivent ensemble, ils partagent tout ensemble. Et un des grands thèmes du Centre de protection de la petite enfance est l'apprentissage de la culture traditionnelle. Ça nous permet de connaître les autres cultures, les autres pays, parce que là, on nous a parlé du Burkina, tout, et on n'est jamais arrivé là-bas, mais avec les tenues, ça fait plaisir. Ça montre à nos enfants que, quel que soit ce qu'ils seront demain, il faut qu'ils soient rattachés à leurs origines. Parade dans les rues de Port-Boué, sketch, prestations de danse, exposition des produits du terroir, un brassage culturel qui permet aux enfants de diverses origines d'apprendre à vivre en harmonie. Le message ici, c'est le message de la paix, la cohésion sociale entre les peuples, que ce soit tous les peuples ivoiriens, que ce soit tous les peuples africains. Et profiter de cette rampe-là pour dire, le centre de protection de la petite enfance existe, inscrivez vos enfants pour qu'ils apprennent leur culture. Mes premiers pas dans la culture africaine est le thème retenu pour la célébration officielle du Mardi Gras. Cette fête précède le mercredi des cendres qui marque le début du carême chrétien. Au chapitre économie, voyons cette opération séduction à la zone franche de Grand Bassam en direction des investisseurs nationaux et internationaux. Les dirigeants du pacte technologique ont présenté le nouveau plan de masse ainsi que les opportunités d'investissement offertes par la future ville numérique, une future ville numérique verte dont l'objectif est d'attirer 1000 milliards de francs CFA d'investissement et de créer 40 000 emplois directs. L'enseigne Bakayoko. L'offensive menée en direction des investisseurs place en première ligne la zone de libre-échange qui abritera les industries biotechnologiques, les industries d'assemblage et les immeubles de bureaux. La campagne de séduction prend également en compte la zone commerciale avec ses équipements socio-économiques de base et la zone résidentielle consacrée aux habitations. 180 hectares déjà aménagés, un argument de poids. Aujourd'hui, nous estimons que l'espace est assez attrayant pour que le public, le privé en tout cas, vienne s'installer et puisse opérer, faire ses investissements sans nécessairement faire appel à une quelconque garantie de l'État de Côte d'Ivoire. Accompagnement au niveau de la formation, main-d'œuvre moins coûteuse, exonération fiscale, allègement des procédures administratives, foncier quasi gratuit. Toute une batterie de mesures incitatives est mise à contribution pour inciter les investisseurs et favoriser leur implantation aux meilleures conditions. Par ces facilités, il s'agit de supplanter les concurrents immédiats, en l'occurrence le Sénégal et le Ghana, eux aussi inscrits dans la même dynamique. Nous espérons que ces investisseurs potentiels puissent nous faire des offres financières qui vont nous intéresser, un partage de profits qui reste à définir. Nous ouvrons les vannes, en tout cas assez grandes, à tout investisseur national comme international pour la construction des infrastructures attendues en zone franche. Plus de 40 entreprises sont actuellement présentes au niveau de la zone franche de Grand Bassam. À terme, ce projet prévoit 1000 milliards de francs CFA d'investissement et quelques 40 000 emplois directs. On en arrive maintenant à notre deuxième dossier de ce 20h, consacré cette fois-ci à la fête de la Saint-Valentin, la fête des amoureux qui sera célébrée demain mercredi 14 février. Comment les amoureux vont-ils célébrer cette fête? Faut-il offrir bijoux, chocolat ou une sortie à son partenaire? Les commerces fleurissent pour le bonheur des amoureux, comme nous le rapporte Jean-Luc Bangbo. Samedi 10 février, 4 jours avant la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Les panneaux publicitaires dans la ville nous rappellent le caractère bien commercial de cette fête. C'est l'un des rares moments où Clotilde pousse la porte d'un chocolatier. Allô. Bonjour madame, comment allez-vous? Oui, ça va. Ah, ok. Ça va très bien? Oui, ça va. Ah, ok. Et c'est pourquoi si ma commande est prête? Oui, elle est prête, elle est prête, elle est prête. Ah, voilà. Un package spécial pour un jour spécial. J'ai commandé du chocolat. Il y a du champagne, un peu de tout. Voilà, parce que c'est une année quand même que j'ai vécu avec mon Valentin. Et il y a eu des palabres, des discussions. Je vais me faire pardonner. Voilà, c'est l'occasion. C'est le meilleur cadeau et puis la couleur a été respectée. C'est ce rouge que je voulais. En tout cas, je suis satisfaite. Je suis satisfaite. Le rouge de l'amour. Voilà. Félicitations. Merci. Voilà. Le 14 février fait battre le cœur des amoureux
mais également celui de certains commerçants comme Olivier, le gérant de cette PME spécialisée dans la confection et la vente de chocolat. L'année dernière, nous avons plus innové en termes de coffrets cadeaux personnalisés et tout ça avec du chocolat à l'intérieur. Donc en termes de chiffre d'affaires, un peu plus de 1 million par là. Donc, durant la traite, juste durant la traite de 14 février. L'année dernière, la PME a pu faire sortir près de 20 kg de chocolat, soit plus de 100 coffrets personnalisés sur la période de la Saint-Valentin. Du chocolat, mais également des fleurs. La fête des amoureux est incontestablement le moment où les fleuristes réalisent leurs plus belles affaires. C'est en tout cas l'avis de Amal Faour, fleuriste à Makori, en zone 4. Comme la traite du café cacao, nous, c'est la traite des fleurs. La Saint-Valentin, c'est la fête que tous les fleuristes attendent. On a énormément de ventes, énormément de passages. C'est mondial. Les fleurs qu'on vend à un prix toute l'année est augmenté parce que c'est le marché de la fleur et que tout augmente. Amal peut vendre en moyenne 50 bouquets de fleurs par jour lors de la Saint-Valentin, soit un peu plus de 2 millions de francs CFA. Pendant la période, on a beaucoup plus de demandes. On a des gens qui ne viennent que à la Saint-Valentin. Et quelle que soit la personne, il va venir prendre une rose ou alors des fois on rajoute un petit peluche ou un petit gadget, des petits cœurs. Après les fleurs, les bijoux, l'autre produit star de la Saint-Valentin. Et dans cette bijouterie située dans une célèbre galerie marchande abidjanaise, on en est bien conscient. Pour la Saint-Valentin, nous avons pris toutes nos dispositions. Nous avons des bons d'achat disponibles pour pouvoir offrir à l'amoureux. Pour célébrer l'amour, la bijouterie mise sur ses pendentifs en poupée à chantier, dites poupées de la fécondité. Nous avons, on dira, une vingtaine de visites. Mais pour la Saint-Valentin, nous avons des visites entre 30 et 50 personnes par jour. Offrir un cadeau à la Saint-Valentin, c'est surtout une question de budget. Au Forum des marchés à Adjamé, Bakary Silla est vendeur de sous-vêtements pour hommes. Une activité particulièrement prospère en période de Saint-Valentin. Ça, c'est un équipement blanc. Il est de là qu'on fait. Voilà. Voilà son carton. Lui, il y a deux dans les paquets. C'est la même chose que l'autre là. Grossiste, il peut écouler 1 millier d'articles par jour, soit un chiffre d'affaires oscillant entre 500 000 et 3 millions de francs CFA. Ça sort beaucoup. Ça, on ne peut pas gâter notre Dieu. On remercie Dieu pour ça. On a Saint-Valentin, ça sort beaucoup que les autres mois. Cette cliente donne une explication à l'embellie dont jouit cette activité. C'est un truc, c'est blanc et puis c'est naturel. C'est un dessous. Quand tu portes une chemise, tu dois avoir des dessous en bas. C'est très important. Pas le meilleur cadeau, mais je préfère, ça dépend des moyens. Un autre secteur qui ne connaît pas la crise pendant la Saint-Valentin, la restauration. Le jour de Saint-Valentin, on peut avoir un taux de remplissage au-delà de 80%. On double notre approvisionnement parce qu'on attend beaucoup plus de personnes. Donc, pour ce qu'on achète ordinairement, on multiplie par 2, par exemple. Après le jour de l'an, la Saint-Valentin est le premier pic de clients de l'année chez les restaurateurs. Vous avez beaucoup de champagne qui sont vendus, vous avez beaucoup de liqueurs spiritueux, je dirais en gros, qui sont vendus. Vous avez des produits beaucoup plus nobles qui sont vendus. Et ce jour-là, je dis en termes de chiffre d'affaires, pas en termes d'influence, mais en termes de chiffre d'affaires, je dirais que la fête de Saint-Valentin est en train de voler la vedette à pas mal d'autres fêtes. Pour les consommateurs, la Saint-Valentin représente une rupture avec le quotidien, comme le passage d'une nuit dans une chambre d'hôtel décorée aux couleurs de l'amour. Trouvaille de cet atelier en zone 4. Il doit falloir trouver encore d'autres roses, le mettre aux cheveux, les bouquets, là, les seaux, pour placer aux cheveux. Là. Nous faisons tout pour que ceux qui vont venir soient vraiment dans le tempo, soient heureux, pour savoir que c'est un jour spécial pour tout le monde. C'est une somme qui est à 70 000. Mais pour la cérémonie, la fête, nous avons essayé de faire des études, descendre jusqu'à même à 40 000, pour que tout un chacun puisse bénéficier de nos prestations. Avec cette stratégie, l'établissement compte faire le plein de ses 80 chambres le 14 février prochain. Vu les chiffres d'affaires qui augmentent en cette période, on peut le dire, la fête des amoureux a encore de beaux jours devant elle. Et la fête des amoureux, la Saint-Valentin, sera célébrée demain. C'était un sujet réalisé par Jean-Louis Gbangbo. Je vous conduis à présent sur le terrain politique où les responsables du RDL, le Rassemblement des Républicains, poursuivent leur tournée de remobilisation des militants. Nous allons voir les étapes de Dikodougou et de Makori où les responsables ont échangé avec les militants.
Journée festive pour les populations du département de Dikodougou dans la région du Poro. Venu célébrer le président Alassane Ouattara pour les œuvres réalisées dans cette région, fils et filles ont également célébré le général Issa Coulibaly, récemment nommé secrétaire général adjoint du RDR, chargé des relations avec les organisations syndicales. Nous devons tous redoubler d'efforts pour aller chaque jour un peu plus de l'avant. Le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, a appelé ses parents à l'union et au rassemblement lors de cette cérémonie. Mariam Fétigué Coulibaly et Ibrahim Sissé Bakongo, deux émissaires du RDR à Makori. Leur mission, informer et sensibiliser les militants sur la vie du parti. Lors du meeting qu'ils ont tenu, la liste électorale était au cœur des échanges. Tous ces jeunes que vous connaissez, qui n'avaient pas 18 ans, mais qui l'ont maintenant, qui sont donc en âge de voter, que vous les trouviez, que vous les aidiez à se faire enrôler, à se faire inscrire sur la liste électorale. Les deux émissaires ont également lancé des appels à la paix et au renforcement de la cohésion sociale entre les Ivoiriens. Des ONG du groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence des élections ont échangé ce mardi avec les présidents, secrétaires généraux de partis politiques de l'opposition. La réforme de la CEI, la commission électorale indépendante, était au cœur des échanges tenus au siège du RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. Cette plateforme de la société civile et l'opposition demande la refonte de la CEI, nous rapporte Gabriel Zani. Ils se sont constitués en un groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence des élections, en abrégé GEPAT. Et depuis des semaines, ces représentants des associations de la société civile sollicitent les rencontres avec les institutions de la République et aussi avec l'opposition pour harmoniser leur position sur la commission électorale indépendante. Au sorti de la consultation de ce mardi, avec 15 partis de l'opposition, leur position est sans équivoque. Nous avons souhaité que dorénavant, le nombre de commissaires soit réduit, passant de 17 à 13, et qu'ensuite il y ait une représentation équilibrée entre les partis politiques de l'opposition, ceux au pouvoir et la société civile, à raison de 3 par composante, avec donc d'autres représentants qui viendraient de la magistrature, les avocats et des organisations féminines, et des médias et de la presse. L'opposition renchérit le point de vue du GEPAT. Nous nous appuyons sur la proposition de la société civile pour demander au gouvernement d'engager dès maintenant les discussions afin que nous mettions en place une nouvelle CEI pour régler la question de l'existence juridique d'une CEI conforme aux règles internationales. Voir la CEI dirigée par la société civile, c'est aussi l'un des souhaits du GEPAT. À l'étranger, l'ANC, le Congrès national africain, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, exige le départ du président Jacob Zuma du pouvoir. Ce dernier promet de donner sa réponse au plus tard demain mercredi, mais il n'est pas contraint constitutionnellement de se soumettre à la décision de son parti. Explication détaillée avec Onaté Moussa. C'est officiel. Le secrétaire général de l'ANC, Congrès national africain, vient de le confirmer. Le parti au pouvoir a décidé de rappeler le président Jacob Zuma. La majorité des dirigeants réunis lundi soir se sont prononcés en faveur d'un rappel. C'est l'ANC qui rappelle le chef de l'État parce que l'Afrique du Sud est un système parlementaire. Une fois élu, le parti déploie son candidat, en l'occurrence Jacob Zuma. Il a donc également le pouvoir de le rappeler. En tant que président de l'ANC, Cyril Ramaphosa a dit la semaine dernière qu'il avait eu un entretien fructueux et constructif avec le président Jacob Zuma et nous poursuivons le processus. Le comité national exécutif a pris note du rapport des fonctionnaires selon lequel le président avait accepté en principe de démissionner et avait proposé des délais de 3 à 6 mois. L'ANC n'a pas donné de date butoir à Jacob Zuma. Muet depuis plusieurs jours sur la question, le président sud-africain devrait se prononcer demain mercredi. S'il démissionne, il pourrait être remplacé par Cyril Ramaphosa, actuel président de l'ANC. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Ce soir, à 23h, pour le dernier journal, retrouvez Michel Mambou.